Bien, bonsoir à toutes et à toutes. Donc moi je vais vous parler un petit peu de VIH1 et microbiote. Finalement c'est une thématique qu'on a abordée il y a déjà plus de 10 ans, puisqu'on s'était engouffré dans le microbiote digestif et infection par le virus du VIH1 avec d'autres équipes d'ailleurs. Et alors pourquoi? Il y avait deux grandes raisons à l'époque. C'est d'une part, c'est un virus qui finalement a une certaine affinité pour le tube digestif, puisque très rapidement, au début de l'infection, il va se multiplier dans le tissu lymphoïde qui est associé au tube digestif, qu'on appelle les GALT, et il va localement induire une déplétion de lymphocyte TCD4. Et puis la deuxième raison, eh bien, ce sont ces petits bouts de séquence d'ADN bactérien qui ont été retrouvés il y a plus de 15 ans chez les patients infectés, et en particulier ceux qui n'étaient pas traités ou ceux qui étaient virémiques et qui correspondaient en réalité à des bactéries à gram négatif. Tout ça a été le témoin d'un phénomène qui avait été découvert à l'époque, qui était la translocation microbienne, avec un épithélium qui devient un peu poreux, qui laisse fuiter des bactéries à gram négatif, et ce phénomène est délétère pour l'évolution de la maladie puisqu'il est associé à une activation immunitaire et une inflammation chronique. Donc à l'époque, on avait fait, avant de commencer nos travaux, un petit état des lieux sur ce qui avait déjà été publié. Il y avait quelques études, des études assez hétérogènes en termes de patients, de méthodologie, et donc en termes de résultats, mais il y avait quand même une tendance qui était relativement robuste, c'est les Prevotella, qui est un germe de gram négatif anaérobie qui était très souvent retrouvé augmenté chez les patients infectés par rapport au contrôle, et de l'autre côté, les bactéroïdes qui étaient très fréquemment retrouvés déplétés chez les patients infectés. Et ces modifications structurelles ne semblaient pas influencées à l'époque par le traitement antirétroviral. Alors on avait un modèle dont on était content, puisque les Prevotella sont réputés comme étant très pro-inflammatoires, tandis que les bactéroïdes sont de grands éducateurs de l'immunité. Et donc on a tous dit, on tient le modèle parfait, cette dysbiose concourt à l'activation immunitaire et l'inflammation chronique des patients VIH. Donc nous, on a commencé une étude cas contrôle à l'époque, donc c'était en 2013, donc on a pris des patients infectés versus des contrôles, et la première chose qu'on regarde, c'est la diversité, c'est-à-dire la distribution des espèces bactériennes, et chez les patients infectés, il semblait y avoir une diversité beaucoup plus faible. Nous, on n'a pas vu cette inversion bactéroïdes Prevotella. On a vu par contre une grosse augmentation des protéobactéries, donc notamment Escherichia coli et tous ces petits copains, dans le microbiote digestif des patients infectés. Et à l'inverse, on a une grande classe, qui est la classe des Clostridia, qu'on a retrouvée effondrée. Alors c'est une classe qui maintenant est très importante, parce que 10 ans plus tard, il se trouve qu'il y a deux grandes familles qui étaient touchées dans ce travail, c'était les Lachnospiracées et les Oscillospiracées, qui sont désormais des familles bactériennes associées à la bonne santé du microbiote digestif. Et puis on a mis un peu de microbiologie là-dedans, et on est allé regarder les bactéries qui tolèrent l'oxygène versus les bactéries qui ne supportent pas l'oxygène, c'est-à-dire les anaérobies. Et on a vu que chez les patients infectés, on avait beaucoup plus de bactéries tolérantes à l'oxygène, notamment entérobactéries et entérocoques, et certaines d'entre elles ont été positivement corrélées à certains marqueurs d'inflammation ou d'activation immunitaire. Et à l'inverse, chez les contrôles, on avait beaucoup plus de bactéries anaérobies. Et donc à l'inverse, ces bactéries étaient négativement corrélées à ces marqueurs de translocation, d'activation et d'inflammation. Donc nous, la pierre à l'édifice qu'on pensait apporter à l'époque, c'était qu'il y avait une perturbation de la balance aéro-anaérobie, et qu'éventuellement l'utilisation d'antioxydants pourrait permettre de rétablir cette balance. Donc on avait un modèle qui tenait bien, sauf que l'équipe de Roger Paredes, donc à Barcelone, en 2017, a remis en cause beaucoup de ses travaux. Eux, ils ont travaillé sur deux très grosses cohortes, une cohorte barcelonaise et une cohorte suédoise, donc ils ont fait une étape de validation en plus. Et donc eux, ils ont remarqué que ce qui discriminait tous les individus qu'ils ont étudiés dans leur cohorte, ce n'était pas leur statut VIH, pas VIH, c'était le statut HSH, non HSH. Et donc ce qu'ils ont remarqué, c'est que cette signature Prevotella très augmentée et bactéroïdes très diminuées, c'était une signature du microbiote des individus qui avaient des relations, des hommes qui avaient des relations avec des hommes. Et donc quand on regarde tous les travaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, aucun d'entre eux n'a contrôlé la préférence sexuelle des patients et des contrôles qui ont été inclus.
Autrement dit, pendant 7 à 8 ans, on a travaillé sur le microbiote des individus HSH plutôt que sur le microbiote des individus VIH. Et donc, nous, on est retourné à nos données et on a effectivement, quand on a stratifié nos résultats par mode de contamination, on voit que dans les modes de contamination HSH, on a certaines Prevotella qui sont plus représentées, alors qu'on va retrouver notamment les bactéroïdes chez ceux qui se sont contaminés, qui ont eu d'autres modes de contamination. La bactérie qui était la plus prédictive d'ailleurs du mode de contamination HSH était très peu connue. À l'époque, c'était une espèce de Catenibacterium. On verra que ça aura son importance. Et donc depuis ces travaux, finalement, eh bien, on se pose la question d'un potentiel microbiote prédisposant. Donc il y a un travail qui est assez intéressant sur un modèle préclinique murin où ils ont fait des greffes de microbiote d'individus HSH, hétérosexuels ou de femmes, et donc ils se sont rendus compte que la greffe de ce microbiote, eh bien, quand c'était du microbiote d'individus HSH, elle allait induire une activation immunitaire majeure et que la bactérie la plus prédictive de cette activation immunitaire, c'était ce fameux Catenibacterium. Autre point très intéressant de ce travail, ils ont exposé des cellules immunitaires à ces différents types de microbiotes pour mesurer s'il peut influencer la réplication virale du VIH-1, et le microbiote d'individus HSH augmente de façon considérable la réplication du virus dans les cellules immunitaires humaines. Il y a un autre travail très intéressant qui a été publié assez récemment, je le trouve intéressant aussi dans son design. Ils sont revenus sur des prélèvements du début de l'épidémie aux États-Unis, donc des prélèvements qui ont maintenant 40 ans, donc 84-85. Ils avaient gardé des prélèvements de sel et ils sont allés regarder est-ce qu'il y a des bactéries qui permettent de prédire quels patients vont séroconvertir. Et donc ils ont trouvé ces fameuses Prevotella étaient les bactéries les plus prédictrices des patients qui allaient séroconvertir par rapport à ceux qui n'allaient pas séroconvertir. Et ils ont fait la même observation pour les patients qui allaient développer un stade SIDA ou non. Donc ce sont des faits très intéressants et qui justifient pourquoi en recherche il est important de ne jamais rien jeter. Donc je vous ai parlé du microbiote digestif, je vous dis quand même un petit mot parce qu'il y a des travaux intéressants sur le microbiote vaginal. Ça fait une dizaine d'années qu'on sait que la vaginose bactérienne est un facteur d'acquisition du VIH, et donc il y a des travaux qui se sont attachés à identifier des micro-organismes associés à la transmission du VIH par voie vaginale. Donc dans ce premier travail, il y avait 7 micro-organismes qui avaient été trouvés associés, et dans cet autre travail qui est beaucoup plus récent, qui est très récent, ils en ont trouvé 14. Néanmoins, ça, ce sont des travaux, des mises en évidence qui sont indirectes. On trouve quelque chose d'augmenté dans un groupe et dans l'autre, et on dit, du coup, ces espèces sont très probablement associées à l'acquisition, mais est-ce qu'il existe des espèces bactériennes qui favorisent ou qui diminuent la réplication du virus? Et donc, il y a eu un premier élément de réponse dans un papier que je considère comme étant extrêmement sous-coté. Il est très peu cité, ce papier, alors que pour nous, c'est un point de départ très intéressant. C'est un papier, et en plus, la façon dont il a été pensé est intéressante, puisque, à la base, ce sont des chercheurs qui travaillent sur les parodontites. Et ils ont isolé un streptocoque, Cristatus, de 2 individus qui avaient le VIH, mais qui étaient plutôt avec des taux de CD4 très hauts et une charge virale basse. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient d'autres patients VIH et qu'ils n'ont jamais isolé ce streptocoque Cristatus chez les autres. Donc ils ont testé une hypothèse, est-ce que cette bactérie a un impact sur la réplication du VIH? Et donc ils ont développé un modèle in vitro où ils montrent qu'une molécule produite par streptocoque Cristatus induit l'expression de la POBEC3G et donc diminue la réplication du virus. Il y a eu d'autres travaux sur d'autres bactéries, mais il n'y en a pas beaucoup finalement. Il y a un travail qui montre que certaines espèces de lactobacillus vaginaux sont capables de produire des vésicules qui vont inhiber la réplication du virus. Donc il y a des bactéries qui inhibent la réplication du virus, et puis récemment a été montré que certaines bactéries vaginales, certaines Prevotella, en plus elle s'appelle Timonensis, c'est assez frustrant puisqu'elle a été découverte ici, et donc eux ils montrent depuis l'année dernière que cette Prevotella induit une réplication augmentée du virus dans un modèle in vitro, que ce soit des cellules isolées ou des cellules vaginales.
Et donc, nous, il y avait quelques années, on avait travaillé sur une patiente qui était considérée comme élite contrôleur. On a essayé de trouver des espèces bactériennes très spécifiques et on les a testées dans un modèle in vitro. Alors, un modèle in vitro qui était préliminaire et d'autant qu'on travaillait sur des PBMC humains, ce qui peut induire des variabilités de résultats. Mais on avait certaines bactéries ou certaines combinaisons de bactéries qui induisaient une diminution de la réplication du virus. Donc ce travail a été breveté mais non publié, mais il a été surtout le point de départ d'un projet de recherche européen sur lequel on est encore impliqué, qui a démarré en 2020, et donc qui est un projet qui vise dans ce Work Package à identifier des bactéries spécifiques uniquement chez les individus HSH, soit d'individus donc séronégatifs, soit d'élites contrôleurs, par rapport à des patients chroniquement infectés, et de tester ces bactéries dans un modèle in vitro. Alors ce projet a pris énormément de retard. La première raison qui est évidente, c'est que la réunion de kick-off a eu lieu en février 2020, ce qui n'était pas le meilleur timing pour mettre en place un projet de recherche international. Et puis par ailleurs, avec la mise en place de la PrEP et le fait que, en tout cas dans cette cohorte, les élites contrôleurs devenaient de tous traités, ils traitaient tous leurs élites contrôleurs, on a dû revoir nos critères d'inclusion, refaire des comités d'éthique, et donc on a pris 3 ans de retard, donc on a dû accélérer depuis à peu près 1 an et demi. On a terminé la partie identification de bactéries, alors les résultats sont protégés, mais je peux au moins dire qu'on a trouvé des bactéries extrêmement spécifiques, à la fois des élites contrôleurs et à la fois des individus séronégatifs mais fortement exposés. Et donc on est actuellement en train de réaliser les tests d'inhibition de réplication. Il y a des résultats qui sont prometteurs, d'autant que ces résultats concernent des bactéries qui n'étaient pas attendues. Et donc un résultat qui est inattendu a d'autant plus de valeur qu'un résultat attendu. Donc on a 6 mois pour terminer ce gros travail. Et à l'issue de ce gros travail, la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces bactéries finalement qu'on va trouver éventuellement inhibitrices. On est à l'ère de la PrEP. Donc comment on intègre ça dans des essais? Moi, honnêtement, je suis assez circonspect, mais en tout cas, il y a eu des essais. Il y a eu des essais sur la modulation du microbiote de 2 types. Un, l'utilisation de probiotiques. Il y a eu énormément d'essais qui ont été réalisés et pour lesquels les résultats sont très hétérogènes, puisque les outcomes qui sont mesurés sont très différents. Les probiotiques en eux-mêmes sont très différents. Sur les paramètres inflammatoires, il semblerait y avoir un impact de certains probiotiques. Sur les paramètres virologiques, il n'y a pas de résultat qui est probant. D'autre part, il y a la transplantation fécale. Il y a eu à ce jour 7 essais qui ont été réalisés. Les tout premiers suggéraient que la transplantation ne prenait pas. Elle prenait au tout début et après le microbiote revenait à un stade avant la transplantation. Les essais les plus récents suggèrent que ça pourrait avoir un impact sur la composition du microbiote. Et puis il y a une méta-analyse qui est très récente et qui dit en gros ça marche, sauf que les critères pour dire que ça marche, ils ne sont pas du tout mentionnés. Et je ne suis pas un grand statisticien, mais quand je vois l'odds ratio, je ne vois pas comment on peut dire que ça marche. Donc à ce jour, il n'y a pas d'évidence que la transplantation fécale ait un impact quelconque sur les paramètres microbiologiques ou virologiques de ces patients. Donc à la fin, tous ces travaux finalement qu'on conduit depuis 10 ans sur le microbiote montrent qu'il faut être très vigilant sur les contrôles qui sont intégrés. Il y a des facteurs confondants, notamment qu'on ne soupçonne pas. Ça peut paraître évident aujourd'hui, mais à l'époque, en tout cas, aucune des études n'a considéré la préférence sexuelle comme un facteur confondant. Et le deuxième point, c'est que c'est très facile de trouver des différences de microbiote. On teste tellement d'hypothèses sur énormément de data que ça va être très facile de trouver des différences. Et à la fin, on a besoin d'un modèle expérimental. C'est le seul niveau de preuve qui nous permette d'avoir des conclusions solides. Voilà, je vous remercie pour votre attention.